Bonjour à tous, on vient de me donner le top départ pour la comète. On va partir chasser la comète avec notre mission Rosetta et Philae. C'est une grande aventure. Alors c'est comme des papillons, chasser des comètes. Il suffit de les attraper, c'est aussi simple que ça. Sauf que c'est pas très commode. Le voyage va durer 10 ans. L'atterrissage va être périlleux, vous allez voir, il va y avoir des rebondissements dans tous les sens du terme. Donc nous partons et on va, la première chose, savoir où sont ces comètes pour pouvoir les attraper. Au-delà de Mars, il y a ce qu'on appelle des astéroïdes. Elles sont assez connues, c'est la ceinture d'astéroïdes. Ce sont des cailloux, mais ils ont peu de glace, ces cailloux. C'est-à-dire que lorsqu'ils tombent vers la Terre ou vers le Soleil, ils ne dégagent pas de vapeur, ils ne dégagent pas de l'eau. Donc ils n'ont pas de queue, ils n'ont pas de chevelure, ce sont des cailloux. Et ce ne sont pas ce qu'on appelle des comètes. Donc ça ne nous intéresse pas beaucoup cela. Il faut aller un peu plus loin. Autour du système solaire, aux confins du système solaire, nous avons le nuage de la ceinture de Kuiper. Et là, on a un réservoir fantastique de comètes. On ne peut pas aller là-bas, aller les chercher, elles sont bien trop loin, mais lorsqu'elles tombent et qu'elles quittent cette orbite, elles s'approchent du Soleil et elles deviennent des comètes. Ce sont des blocs de poussière, d'éléments assez sombres, agglutinés à de l'eau gelée, aussi loin du Soleil que là. Et ce sont des blocs très intéressants parce qu'ils datent de la création de notre système solaire. La Terre a subi beaucoup de transformations depuis, mais pas ces blocs-là. Ces blocs-là sont restés tels quels depuis la formation de notre système solaire. Donc ils vont nous dire, et ce qu'il y a dans la glace, dans un frigo en fait, dans un réfrigérateur, ils vont nous dire ce qu'il y avait lorsque notre système solaire s'est créé. Quel type d'eau, quel type de molécules, quels éléments organiques. Donc c'est très important d'aller pouvoir les étudier sur place. Quand ils quittent leur orbite, vous voyez, ils se réchauffent auprès du Soleil et il y a ce qu'on appelle ce phénomène de dégazage, et c'est la queue de la comète, sa grande chevelure. On voit ici deux chevelures, une faite par les éléments gazeux qui va être poussée par le Soleil, et une autre avec les éléments un peu plus lourds, les poussières, les éléments organiques, en sombre, et qui sont semés par la comète, un petit peu comme le petit poussé sème des cailloux derrière lui. Lorsque la comète s'éloigne du Soleil, l'activité se réduit, la chaleur diminue et la comète refroidit, et donc elle perd sa chevelure. Au-delà du nuage d'Oort, au-delà du système solaire, on a un nuage encore plus grand qui s'appelle le nuage d'Oort et qui est un réservoir fantastique de comètes également, inaccessible, on ne pourra jamais y aller pour le moment, et donc on attend qu'elles tombent vers le Soleil pour les étudier. Donc vous voyez qu'autour de nous, il y a beaucoup de comètes qui peuvent nous intéresser. Il faut attendre que ces cailloux se transforment en comètes et qu'on puisse les intercepter et aller les étudier. En 1969, deux scientifiques ukrainiens ont découvert une comète. À l'époque, on parlait russe. Donc ils ont appelé leur comète, je ne sais pas s'il y en a qui parlent russe ici. Ils ont appelé leur comète Churyumov et Gerasimenko. Pour faire plus simple, on a donné un nom 67P. C'est beaucoup plus commode. Et c'est cette comète qu'on va essayer d'attraper. En 2004, c'est-à-dire il y a 10 ans, on a lancé une mission qui s'appelle Rosetta à la poursuite de cette comète. Voici Rosetta. C'est un énorme satellite qui a des panneaux solaires immenses parce qu'il va falloir aller très loin. Pourquoi doit-on aller très loin pour chasser la comète ? Parce que près du Soleil, elle est trop active, trop dangereuse pour la mission, trop dangereuse pour les panneaux solaires et tous les instruments scientifiques. Donc il faut l'intercepter le plus loin possible du Soleil quand elle est froide, quand il n'y a pas de jet de gaz et de particules. On va aller aussi loin que 880 millions de kilomètres. À cette distance, il faudra 45 minutes pour qu'un signal arrive de la Terre au satellite et qu'il vienne du satellite jusqu'à la Terre, 3 quarts d'heure. Quand on sera à 500 millions de kilomètres sur cette orbite, on va pouvoir larguer Philae. Donc Philae est un robot que vous avez à l'extérieur qui mesure 1 mètre cube, qui est accroché à Rosetta. Rosetta est environ 3 fois plus haut que Philae, et évidemment immense et plus long avec ses panneaux solaires. À cette distance, il faudra une demi-heure. Vous verrez que
ça met les équipes de pilotage à rude épreuve. Lorsqu'ils déclenchent une commande, ils doivent attendre une demi-heure que le système le reçoive et une demi-heure pour avoir la réponse, savoir si on a réussi à larguer Philae. Voici les dimensions de l'oiseau, comme j'ai dit. Et donc si vous allez à l'extérieur et que vous voyez l'Airbus A380, vous regardez les deux moteurs à l'intérieur et vous verrez que vous imaginerez que notre satellite Rosetta est aussi grand que la moitié de l'Airbus, ce qui est quand même pas mal du tout. 3 tonnes, notre oiseau fait 3 tonnes. C'est pas rien, la moitié en carburant. Il va falloir dépenser énormément d'énergie pour se caler sur l'orbite de la comète. C'est pas une simple affaire. Notre petit Philae, 1 mètre cube seulement, 100 kg. Mais 100 kg ici sur Terre. Vous savez que sur la Terre, notre poids dépend de la taille de la Terre. Pas du vôtre, enfin très peu, mais surtout la taille de la Terre. Si vous changez de Terre, vous êtes sur la Lune, vous allez être beaucoup plus léger. Et si vous allez sur la comète, ces 100 kg, à votre avis, que deviennent-ils? Combien sont-ils? J'ai ici 5 grammes. Qui dit mieux? 1 gramme? Qui dit mieux? Ces 100 kg vont devenir 1 gramme. Si on n'a pas des mécanismes pour s'accrocher à la surface, on va avoir des problèmes. Et ça, vous allez voir ce qui va se passer. Donc voilà, il y a 10 ans, en mars 2004, on part, on décolle de la Terre. Vous voyez cette orbite blanche? Ce sera Rosetta. Un selfie, il y a même 10 ans, c'était la mode, un des premiers selfies, de l'espace en plus. On voit un panneau solaire illuminé par le soleil. Et on tourne. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'aujourd'hui, il est impossible d'acquérir la vitesse nécessaire pour aller très loin dans le système solaire. Ce qu'il faut, c'est se faire accélérer par des planètes. On appelle ça le billard cosmique. On s'approche d'une planète, ici la Terre, après ce sera Mars. On fait semblant de tomber sur la planète, et la planète, avec sa rotation, nous prend et nous propulse en effet de fronde. Comme une fronde. Vous savez, vous avez un grand élastique, dedans il y a un caillou, vous le faites tourner, tourner, et vous libérez l'élastique, et le caillou part à grande vitesse. C'est la même chose. Et on va devoir le faire plusieurs fois dans la banlieue de la Terre, dans le système solaire intérieur. Voilà, on continue autour de nos planètes, et on le fait autour de Mars. Je change de main. De nouveau sur la Terre, on en profite pour se faire accélérer. Et ici, on va traverser la ceinture d'astéroïdes qu'on a vu. Premier réservoir, pas de comètes, mais d'astéroïdes. Voici un astéroïde. Regardez cette forme très curieuse, en forme de diamant. On a pu le photographier et l'étudier. Ça, c'est donc pas une comète, une astéroïde. Pas d'eau, peu de glace. On continue. Vous voyez ces spaghettis? Les kilomètres s'accumulent. Et on recommence avec la Terre. Troisième survol de la Terre, et encore accélération. Ça y est, cette fois, on quitte l'intérieur du système solaire et on va croiser un autre astéroïde qui s'appelle Lutetia, qui est en fait extrêmement gros. On ne le voit pas bien ici pour des raisons techniques, mais on a pu l'étudier et s'en approcher. En juin 2011, il a fallu mettre Rosetta en hibernation. C'est-à-dire qu'on a tout coupé, toute l'énergie. Plus rien ne fonctionnait, sauf un réveil. Un petit ordinateur, une petite mémoire et un réveil programmé pour se réveiller. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pour économiser de l'énergie. Pour économiser de l'énergie qu'on n'avait plus. Parce qu'à cette distance, il n'y a plus de lumière. Plus de lumière, plus d'énergie. Donc, pour éviter tout risque de panne, et de toute façon on n'avait pas les moyens de s'offrir un satellite réchauffé avec tous ces instruments en plein fonctionnement, on a tout mis en hibernation comme un ours. Très risqué, mais nécessaire. On continue. Et là, on ne sait plus rien du satellite. Il dort. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'espace, on sait ce que fait un satellite, ou on sait où il est, uniquement parce qu'il nous le dit. On n'a aucun moyen de repérer où il est. À plus forte raison lorsque le satellite dort complètement. Donc là, on ne savait pas. On espérait et on laissait voler. En janvier de l'année passée, on l'a réveillé, ou plutôt il s'est réveillé. Et on a été tout de même très étonnés et très contents que le satellite nous envoie son signal, que le réveil ait fonctionné après 2 ans et demi d'hibernation totale. Donc ça, c'est le début de l'aventure récente, ce qu'on peut appeler la fin de la croisière de 10 ans,
et on s'approche de la comète. Premières images prises de la comète par Rosetta, on en est encore très loin, c'est la petite dans le cercle rouge. On se met sur l'orbite de la comète, et là, on était un petit peu en avance sur la comète, on va freiner pour se mettre à la hauteur de la comète. Voilà, on a mis 10 ans, 4 survols de planète, 3 de la Terre, 2 de Mars pour s'accélérer, 6 milliards 4 de kilomètres parcourus, tout ce spaghetti blanc. Interception de la comète à 500 millions de kilomètres. Bon, bah ça c'est que le début, parce que ce qui va suivre, vous allez voir, c'est encore plus incroyable, mais au sens réel du terme, absolument incroyable. Voilà ce qu'on a vu. Grand étonnement, la comète a une allure de canard. Voici la photo qui a fait aussi les couvertures de tous les journaux à l'époque. Une espèce de béton cosmique mal refroidi, pas étalé. Alors, ce que vous voyez, toutes ces aspérités, tous ces trous, etc., c'est pas comme sur la Lune. Sur la Lune, on voit des cratères, parce que la Lune est grosse, et elle s'est fait bombarder d'astéroïdes. Mais là, la comète est bien trop petite, sa gravité est insignifiante, ces trous ne viennent pas d'impact extérieur. Ces irrégularités, cette peau très marquée, viennent de la comète lorsqu'elle se réchauffe et qu'elle dégaze. Donc ça vient de l'intérieur. Ce sont des jets qui vont pulvériser les particules de la comète, sa matière organique, de l'eau, du gaz carbonique, plein de gaz qui vont sortir et remodeler la comète à chaque fois qu'elle se réchauffe. C'est-à-dire qu'à chaque passage auprès du Soleil, la comète change de peau, comme un lézard, comme un serpent. Et elle change de forme aussi. Elle perd, elle perd, elle perd. Cette comète voyage pendant 6 ans et demi. C'est-à-dire que tous les 6 ans et demi, elle retrouve le Soleil. Et tous les 6 ans et demi, elle change de peau, elle change de forme, elle dégaze. Et on va étudier ça. Non, ici. Regardez, on commence à s'approcher de la comète. On était devant, côté jour. Alors, première chose qui frappe, c'est la tête ou l'allure de la trajectoire. D'habitude, les orbites, c'est bien rond. C'est autour de la Terre, parce que la Terre attire le satellite et le maintient dans son champ gravitationnel de façon régulière. Là, il n'y en a pas. La comète attire pas l'objet. Alors on fait ce qu'on veut. On peut prendre des virages à angle droit. On se maintient autour de la comète parce qu'on le veut. Si on ne donne pas une impulsion au moteur au bout de chaque petit angle, on continue dans l'espace. Donc il faut toujours manœuvrer pour maintenir l'orbite autour de la comète. Et là, vraiment, on fait comme les avions de chasse à l'extérieur. On a, regardez, des orbites complètement folles. Il y a aussi autre chose qu'il faut voir, c'est que Rosetta va se maintenir, encore aujourd'hui, toujours du côté jour de la comète, c'est-à-dire le côté exposé. Parce que le côté nuit est celui où il y a le plus de gaz, et c'est là que la queue de la comète se développe, poussée par les vents solaires. Il ne faut surtout pas passer par la queue de la comète, ça détruirait panneaux solaires, instruments, aveuglerait tout, on perdrait toute la science. Donc Rosetta est toujours resté du côté jour, exposé au soleil de la comète. C'est pour ça qu'on est arrivé un petit peu en avance et qu'on a freiné. Voici la comète, des images. Vous voyez ce canard. Un autre selfie, mais cette fois avec la comète, ça c'est merveilleux. Déjà à cette époque, en septembre, si on surexpose la photo, on voit des jets de gaz, déjà à cette époque. Pourtant, on est loin du soleil. Voici la tête du canard. On dit que ça, c'est le corps, ça, c'est la tête. Et vous voyez ce cratère là en haut, ce rond? Regardez-le bien, parce qu'on va essayer d'atterrir dans cette zone, à côté. On dirait un animal, ici, la comète, avec 2 yeux, un mufle, un corps d'araignée, enfin bon. Regardez, on a tout ici, on a même des pistes de ski, on a des ravins, on a des collines, et on a des petits cailloux, ici, qui tiennent, collés par la glace, collés par le froid, par la toute petite gravité qui règne sur la comète. Bon, c'est assez fantastique. Personne ne s'attendait à des paysages pareils, personne. D'autres vues, et vous voyez que c'est beaucoup le coup qui perd, qui dégaze. Hein? On s'aperçoit que, en tout cas avant l'approche du soleil qui va réchauffer toute la partie jour,
c'est surtout au niveau du coût que la comète perd beaucoup de gaz en ce moment. En octobre, regardez ces paysages, donc là, très très abrupt, très très plat, une plage, une plaine, des cailloux. Alors, ce que vous voyez en blanc ici, c'est parce que la photo a été très surexposée. Mais il faut imaginer en vrai du charbon. Ce truc-là, c'est noir, absolument noir, très très noir. Ça renvoie que quelques pourcents de la lumière du soleil, c'est couvert de matière organique, de la glace, mais moins que ce qu'on pensait. On y reviendra. Encore des paysages. Regardez. Encore un selfie, on s'approche. La comète, le canard qui tourne, assez spectaculaire. De nouveau des gaz. Voilà, il va falloir atterrir maintenant. Donc on se prépare. On prend de l'élan, on remonte au-dessus de la comète, et là je vous emmène en Allemagne. En Allemagne, c'est là qu'on pilote le satellite. Tous les satellites sont pilotés en permanence, jour et nuit. Tous les organes sont sous contrôle, température, énergie, consommation, exposition, etc., etc. Un satellite ne peut pas exister s'il n'est pas, j'allais dire sous perfusion, constante. Et ça, ce sont des équipes qui se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et à l'Agence spatiale européenne, c'est dans notre centre en Allemagne, et c'est là qu'on va suivre les opérations de pilotage. C'était un événement tellement important que la couverture a été mondiale. Voici donc les équipes de télévision qui s'installent, qui débarquent avec leur matériel. On a une salle immense en direct. Les régies se mettent en place. On avait même une petite mascotte pour nous porter chance, parce qu'on savait bien que les choses étaient très risquées. Je vous présente Andrea Accomazzo, le pilote. C'est lui qui pilote ces orbites d'avions de chasse, j'allais dire. C'est lui qui va faire la séparation du lander sur la comète. C'est le pilote à bord, même s'il est sur Terre. Voici le monsieur qui s'occupe de récupérer les données scientifiques, parce qu'on va là-bas pour faire de la science. Et voici le monsieur qui est, si vous voulez, le chef des scientifiques. Alors, un satellite scientifique, c'est comme un Airbus. Il y a bien sûr les pilotes, il y a les moteurs, il y a le carburant, il y a les ailes, etc. Tout ça, on l'a vu. Mais il y a des passagers. Et les passagers, dans notre cas, ce sont des équipes scientifiques qui amènent leurs instruments et qui ont mis leurs instruments sur les satellites. L'orbiteur Rosetta, le gros vaisseau, compte 11 instruments. Et le petit filet, petit entre guillemets, compte 10 instruments. Chacun bourré de capteurs. C'est ça le but de la mission. Ce sont des plateformes de capteurs pour les équipes scientifiques. Et toutes ces équipes scientifiques travaillent en Europe principalement. Ce sont des centaines de personnes qui vont récupérer les données et étudier, faire de la science. Voici Klim Churyumov, en personne. Il était avec nous. 45 ans après la découverte de sa comète, il était là pour l'atterrissage. Il a été très sollicité, en bonne main. Et voici sa collègue, Gerasimenko, dans un autre centre en Allemagne. Donc, pour l'atterrissage, nous avions les deux scientifiques ukrainiens qui étaient avec nous. Les voilà, il y a quelques années, plus jeunes, en train d'étudier la comète dans un centre d'astronomie. Voici un petit peu la configuration de l'événement. On a deux centres en haut de pilotage, deux centres en bas d'exploitation des données scientifiques. Le premier centre tout en haut, c'est le pilotage de Philae. Même s'il n'y a pas beaucoup de mouvements, on doit quand même le piloter. Le deuxième, en Allemagne, c'est là où je vous emmène, c'est le pilotage de Rosetta, de l'orbiteur. Et en dessous, le CNES récupère les données scientifiques à Toulouse, et à Madrid, l'agence récupère les autres données scientifiques de l'orbiteur. Cette mission a été faite par, à l'époque, EADS, aujourd'hui Airbus. Il y a eu 50 sociétés qui ont été mises à partie, 14 pays européens. C'est ça la complexité des missions européennes. Beaucoup de monde, 1000 personnes qui ont travaillé dessus au moins, énormément de monde. Voici tous les pays qui ont été impliqués en Europe pour fabriquer le satellite, tous les systèmes et les instruments. On a même eu le Canada qui a construit l'antenne pour communiquer avec Rosetta en espace profond. On a l'Australie qui a donné du terrain pour installer l'antenne à l'autre bout du monde. Et on a même eu les Américains qui ont fourni 2 instruments sur Rosetta. Tout le reste, un énorme effort de développement européen, extrêmement complexe à gérer.
qui nous a coûté 1,4 milliard sur environ 25 ans. Ne paniquez pas en voyant ce chiffre. Quand vous divisez ce chiffre sur 25 années, 15 années de développement, 10 années de croisière, vous arrivez à un chiffre assez modeste pour une mission comme ça. Pour ce prix-là, je vous donne un lanceur Ariane 5, un orbiteur Rosetta, un atterrisseur Philae, 12 ans d'opération de vol, 10 ans de voyage et 2 ans d'exploitation, et 2 ans d'opération scientifique pour dégager la science de tout ceci. On arrive le 12 novembre. On va donc infléchir notre orbite et faire un piqué, comme un bombardier. À ce moment-là, si Rosetta ne dévie pas de sa trajectoire, il va s'écraser sur la comète avec Philae. On prend la direction de la comète en piqué. Et on se dégage. On vient de larguer Philae. Et maintenant, il faut attendre 30 minutes pour recevoir le signal sur Terre. On ne sait pas si ça a marché. Voilà ce qui a dû se passer. Philae ici est dégagé, expulsé, et Rosetta s'empresse de quitter sa trajectoire de piqué pour ne pas s'écraser avec Philae sur la comète. La comète en bas, regardez. Ça, c'est son dos, ou plutôt son ventre. La tête, elle est de l'autre côté. Et nous, on va atterrir sur la tête. La comète tourne en environ 12 heures. En 12 heures, elle fait une révolution complète. La descente de Philae va durer 6 heures, presque 7 heures. Donc, dans ce laps de temps, la comète va faire une demi-rotation, 180 degrés. Donc, pour arriver là où on veut, il faut viser le dos pour arriver sur le nez. Donc déjà, ça c'est fort. Il faut lancer l'atterrisseur avec un petit peu d'énergie en piqué, se dégager, et au fur et à mesure qu'il va s'approcher de la comète, les 100 kilos vont se transformer en 1 gramme pour attirer l'atterrisseur là où on veut l'amener. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'acrobatie, c'est ahurissant dans un environnement pareil. Et là, on a donc, en image de synthèse, Philae qui descend. Notre scientifique Churyumov essaie de se détendre. Voici, puisqu'on fait passer le temps, le directeur à l'époque, il y a 10 ans, a lancé le programme Rosetta. Ces programmes sont tellement longs que les directeurs se succèdent, M. Godet. Voici Jean-Pierre Bibring, un scientifique français qui s'occupe des caméras sur Philae. Chaque instrument a un chef qui répartit les données scientifiques à des laboratoires dans toute l'Europe. Donc c'est une organisation à la fois industrielle mais scientifique assez complexe. Voici notre président François Hollande qui essaie de passer incognito, pas réussi. Il était à Toulouse dans le centre des données scientifiques du CNES. On attend, et on reçoit le signal de confirmation de séparation. Donc on est sûr que Philae a quitté l'orbiteur. Donc on est très content, on se félicite. Voici l'image de Philae qui quitte Rosetta et qui descend. À partir de ce moment-là, on ne peut plus rien faire. On n'a plus aucun moteur à bord, plus aucun moyen de contrôle. Inch'Allah. Il descend et on lui dit adieu. On espère que tout va bien se passer. Voici un scientifique qui s'occupe des caméras embarquées sur Rosetta. C'est lui qui a pris la photo de Philae qui descend. Et Jean-Pierre Bibring, lui, c'est l'inverse, il a les caméras sur Philae. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné et il a pris la photo de Rosetta depuis Philae qui descend et qui dit au revoir à sa maman, son papa, qui dit adieu. Voici le panneau solaire de Rosetta. Notre directeur de la science à l'agence félicite ses équipes. Le directeur de l'Agence spatiale européenne, M. Dordain ici, félicite ses équipes parce que vraiment, c'est quelque chose. Et Philae descend vers sa comète. Voilà ce qui doit se passer. Vous voyez que la comète, regardez la comète. Là, on a le dos, le ventre de la comète, du canard, et on descend. Regardez comme la comète tourne. Regardez. Et là, enfin, la comète présente son museau. Ici, image faite par Philae qui descend, qui s'approche de la comète. On veut essayer d'atterrir dans cette plaine-là. Quelque chose de bien dégagé. On n'aime pas trop les cailloux. C'est comme les avions. On aime une piste d'atterrissage propre et dégagée. On ne peut pas se retourner. Si Philae se retourne, on perd la communication avec l'orbiteur et la mission est perdue. Donc il nous fallait quelque chose de bien plat.
On sait, on pense que Philae atterrit à la surface de la comète, mais il faut attendre une demi-heure, confirmation des signaux. Voilà ce qu'on pense que Philae a fait, on descend, et effectivement, on est bien au-dessus des sites prévus. C'est déjà très très fort. Une photo faite par Philae à 40 mètres du sol. Tout est bon, regardez, un sol, parfait, des petits cailloux, parfait, pas de brise, mais du soleil, on est bon, on descend. On attend, une demi-heure. Toujours rien, le temps passe. Et là, les pilotes avaient les nerfs vraiment mis à rude épreuve. Ça y est, on a le signal d'atterrissage, les pieds ont touché le sol, les harpons ont été tirés, on est sur le sol. Voilà ce qui a dû se passer. Philae a dû toucher tout doucement, s'est présenté presque horizontalement, aucun problème. Vous voyez ici les deux harpons qu'il va falloir tirer pour s'accrocher à la surface. Parce que ce n'est pas les 1 gramme qui vont nous permettre de rester à la surface. On a également dans chaque pied des grosses vis qui doivent pénétrer la croûte et y rester, comme si vous voulez chez vous, lorsque vous suspendez les cadres, vous avez des chevilles à expansion, c'était ça. Et on a dû toucher comme ceci, repérer sur la tête de Philae un jet de gaz. Il y a une capsule de gaz qui se déclenche et qui pousse Philae vers le bas, qui le plaque au sol. Donc avec ça, on devrait être bon. 2 harpons, 3 vis, taille énorme, et un moteur qui va plaquer Rosetta au sol. Alors là, c'est la joie, c'est l'explosion. 10 ans de route, sortie d'hibernation, approche de la comète avec des orbites très risquées, largage, on a atterri à 10 mètres près de l'endroit sélectionné, des gens en plein délire, soulagement, des gens qui ont travaillé jour et nuit, très fiers, et puis beaucoup de larmes et d'émotions, les nerfs qui craquent. C'était très émouvant. À partir de ce moment-là, c'était ce qu'on appelle une explosion médiatique. La nouvelle a été relayée par tous les journaux du monde entier, chose que l'agence n'avait jamais connue, mais vous pouvez être fier de votre agence et de l'Europe, qui a vraiment fait le tour du monde en quelques heures. Notre directeur nous félicite à nouveau, on est très contents. Moi j'étais derrière, je prenais des petites coupes de champagne, j'en ai 3. Un directeur de la NASA, le directeur de l'agence spatiale allemande, qui dans quelques semaines devient le directeur de votre agence spatiale européenne. Donc en juillet sera notre directeur. Et voici monsieur Ulamek. Alors monsieur Ulamek est le monsieur qui a conçu le robot Philae. Et là, il rigolait pas. C'est un ingénieur, pas un scientifique. Il regarde les critères techniques de fonctionnement du robot. Et il nous dit que l'ensoleillement que reçoit Philae varie. Alors là, ça ne va pas du tout, pas du tout. Vous imaginez, vous êtes allé sur une plage, vous êtes installé, vous avez mis votre transat, votre crème solaire, vous n'avez pas de parasol, vous êtes en plein soleil, vous vous installez, pas de soleil, et d'un coup, l'ensoleillement diminue, augmente, diminue, augmente, etc. Donc, ou c'est le soleil qui se met à tourner comme un fou, c'est pas possible, ou c'est la Terre qui tourne comme un fou, une folle, c'est pas possible non plus. Donc c'est vous qui tournez, vous êtes en train de vous retourner sur le ventre, sur le dos, sur le ventre, sur le dos. Et c'est ce que Philae est en train de faire. Mais si Philae est en train de tourner, ça veut dire qu'elle a redécollé, qu'elle a quitté le sol. Donc M. Ulamek a quand même eu l'humour de nous dire qu'aujourd'hui on n'avait pas atterri une fois, mais pour le même prix on avait atterri 2 fois. Bon. Philae était en train de nous échapper. Voici le site de lancement, d'atterrissage, pardon. On voit bien le nuage de poussière que Philae a dégagé en touchant le sol. Mais il n'y a plus de Philae. Ce nuage de poussière, d'ailleurs, sera très important pour la suite. Donc, gardez-le à l'esprit. Et voici Philae, merci, qui est en train de partir sur ces pixels blancs qui n'étaient pas là sur la photo précédente. Philae nous échappe. On est en train de le perdre. Vous voyez la poussière? On va reconstituer. Voici Philae qui descend, prise par la caméra de Rosetta. On est en descente. On n'a toujours pas touché le sol. On voit bien les 3 petits patins et le corps de Philae. Et là, il n'y a plus de Philae. Mais il y a 3 marques au sol, si vous regardez bien. Et il faut tourner la caméra et on voit Philae qui part de l'autre côté de la crête, qui décolle.
Le rebond va durer presque 2 heures. Voici la scène du crime, si je puis dire. Vous avez les zooms des zones concernées et vous avez le site d'atterrissage. En agrandissant cette photo, si on pouvait ici, on verrait Philae, on verrait un point blanc dans la croix rouge. Voici le site d'atterrissage prévu et voici là où on s'est mis. Alors là, c'était moins drôle, même beaucoup moins drôle, parce qu'on avait choisi une belle piste d'atterrissage, bien dégagée, et là on se retrouve là où il fallait pas être. Des trous, des crevasses, pas d'ensoleillement, donc pas d'énergie, très risqué pour l'atterrissage, plein de cailloux. Voilà ce qui s'est passé. Philae descend. Mais là, manque de chance, le moteur de gaz et les harpons ne se sont pas déclenchés. On a donné le contact, c'est comme si vous êtes un jour d'hiver dans votre voiture, vous donnez le contact pour démarrer la voiture, le contact a été lancé, il est arrivé au centre de contrôle de pilotage, la voiture ne démarre pas, les harpons n'ont pas été tirés. Donc évidemment, Philae ne pouvait que rebondir. 1 gramme, ça ne pèse rien. Pendant ce temps, pendant 2 heures de vol de rebond, la comète a continué sa rotation. Et Philae est redescendu dans cette zone. Mais on a bien failli rater la comète. Si ça durait 1 heure de plus, on passait à côté de la tête du canard et on quittait la comète, on partait dans l'espace profond. Photo du premier rebond. Alors évidemment, il y a un flou de bouger, un petit flou de bouger, comme on dit. Et voici la photo finale, 2 heures après. Il n'y a qu'un seul côté qui est ensoleillé. Voici le panoramique, parce que Philae est entouré de caméras tout autour. Donc voici la photo panoramique prise par Philae de l'endroit où il est, de la crevasse où il se trouve. À gauche ici, tout dans le noir, pas d'ensoleillement, et à droite, un petit peu d'ensoleillement. On pense que Philae s'est mis dans cette position, 2 pieds coincés dans la surface, et peut-être un pied, peut-être en l'air. On ne sait pas. Il peut quand même communiquer avec Rosetta, on fait de la science. Pendant tout ce temps, à partir du moment où Rosetta a quitté Philae et est rentré, pas dans l'atmosphère, mais dans les gaz d'évaporation de la comète, l'atterrissage et le rebond, on a fait de la science. On ne savait pas qu'on ferait de la science en vol, c'était pas prévu du tout. Mais ça s'est passé comme ça. Et le nuage dégagé par l'atterrissage, soulevé par les pieds, a rempli les instruments de poussière de comète qui ont été analysés. Donc on a fait beaucoup de science. On a profité des 2 jours qui nous restaient, 3 jours en tout, presque 3 jours, pour communiquer toute cette science à l'orbiteur qui a tout renvoyé à la Terre. Donc c'est pas parce que Philae était en rebond qu'on perdait la science. Mais au bout de presque 3 jours, pas d'ensoleillement, pas d'énergie, donc plus de batterie. Alors est-ce que c'est la perte de la mission? Mais comme je vous l'ai dit, pas du tout. Parce que Philae, c'est un robot bourré de capteurs, de caméras, qui peuvent analyser l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, les molécules organiques, le champ magnétique, et même regarder surface et croûte et le noyau de la comète avec une antenne radio. Donc, sur tous ces instruments, il n'y en a que 2 qui n'ont pas pu fonctionner. Les harpons, dont la tête était bourrée de petits capteurs, et le forage. Comme on a le ventre un petit peu en l'air, qu'on est de pied, on fore que dans le vide. Donc pour le moment, inutile de déclencher le forage, ça ne servirait à rien. Mais 80% des analyses ont été faites. Par ailleurs, l'orbiteur Rosetta est également une plateforme bourrée d'instruments et mesure beaucoup de choses en altitude. Donc la mission continue et va devenir de plus en plus importante parce qu'on se rapproche du Soleil. La comète va se mettre en activité, on dit, et va dégazer ce qu'elle a dans le ventre. Et là, Rosetta va étudier ça à distance, de sécurité, et va nous livrer beaucoup d'informations scientifiques. Voici comment voit Rosetta. Elle a des yeux, certains carrés, d'autres rectangles, d'autres des petites lamelles, des zooms, des grands angles. Et c'est très pratique les grands angles pour étudier le halo de la comète et les gaz. Et on peut étudier à distance, avec la spectrographie, tout ce qui se trouve dans ces gaz. Je vous laisse lire un petit peu tout ce qu'on a trouvé déjà. Ce sont des éléments qui datent de la création de notre système solaire.
Voici quelques résultats déjà en janvier, avant qu'on y arrive, à la sortie de l'hibernation. Rosetta fait 4 km de long. Déjà en août, ici, vous voyez que la comète perd plus d'1 litre d'eau par seconde. Et là, on était très lent, on était à 500 millions de kilomètres. Aujourd'hui, on est à 300 millions. On va s'approcher de plus en plus du Soleil, donc on a au moins le double, si c'est le triple, en quantité d'eau vaporisée. Ici, un autre chiffre intéressant, c'est la densité. C'est la moitié de celle de l'eau. Ça veut être cette dimension de la comète. Ça partirait de l'Arc du Triomphe jusqu'au Louvre. Si vous préférez Rome, Vatican, Colisée. Si vous voulez écrabouiller Amsterdam, vous avez le musée Van Gogh juste en dessous. Voici une comète. Ce qui arriverait si on la mettait dans un lac ou dans la mer chez nous. Elle flotterait. C'est un paquet de poussière et de glace, très poreux, très léger, qui flotte. Et justement, une des grandes questions, c'est de savoir d'où vient l'eau qu'il y a sur Terre, l'eau liquide qu'il y a sur Terre. Est-ce que ça vient des comètes? Parce qu'il faut bien quand même réaliser qu'à l'époque, la Terre, à l'époque très reculée, la Terre était une boule de lave très très chaude. Il n'y avait pas une goutte d'eau liquide à sa surface. Et pourtant, aujourd'hui, on a ça. Donc la grande question, c'est d'où vient toute cette eau en quantité? On pense que c'est les comètes. La Terre a subi une période de bombardement intensif de comètes qui sont des boules de glace salies, mais beaucoup de glace, beaucoup d'eau, et qui ont rempli la Terre d'eau. Donc, il faut maintenant comparer l'eau qu'il y a dans la Terre et l'eau qu'il y a sur la comète pour savoir si c'est la même eau. Pour faire ceci, on regarde la proportion d'une eau un peu particulière qu'on appelle l'eau lourde. Si deux échantillons, deux verres d'eau dans ce cas-là, ont la même proportion d'eau lourde dedans, ils proviennent du même robinet, de la même source. Si l'eau lourde est en quantité différente, la source d'eau est différente. Donc, dans notre cas, je suis désolé, on s'est aperçu que l'eau de la comète n'a pas la même source que l'eau de la Terre. C'est une petite déception. Quand on regarde l'eau, il n'y en a pas beaucoup, mais qu'il y a dans les astéroïdes de la ceinture, l'astéroïde près de chez nous, on s'aperçoit qu'ils ont une eau similaire à celle de la Terre. Et ça, on sait très bien, parce qu'il y a beaucoup d'astéroïdes qui tombent sur la Terre. Quand on regarde la ceinture de Kuiper, il y a 3 comètes qui ont été analysées à ce jour. 2 possèdent de l'eau similaire à celle de la Terre. 67P n'a pas de l'eau similaire à celle de la Terre. Et quand on s'écarte encore plus et qu'on va dans le nuage d'Oort, autour de nos systèmes solaires, 7 comètes ont pu être observées. Alors évidemment, elles ont été observées parce qu'elles sont devenues des comètes. Il est impossible d'aller là-bas. C'est quand elles tombent vers la Terre et le Soleil qu'on peut les observer avec des missions spatiales. Et leur eau est similaire à celle de la Terre. Alors là, on va faire juste un tout petit peu de science rapidement pour pas vous effrayer. Mais en principe, plus on s'éloigne du Soleil, plus on a une eau riche en eau lourde. Et on s'aperçoit que les comètes et les objets du nuage d'Oort ont une eau similaire à celle de la Terre. Donc on pense que ces objets étaient à l'intérieur du système solaire à l'époque et ont été propulsés à l'extérieur. Donc c'était un environnement qui était très dynamique à l'époque et beaucoup de mélanges. Voilà, on a atterri et on a perdu Philae, pour le moment, qui s'est endormi. On continue la mission. Regardez l'orbite que fait Rosetta, encore une orbite d'avion de chasse, avec des virages à angle droit, pour continuer à être en orbite autour de la comète. D'autres images de la comète. Alors, il est impossible de distinguer où est Philae, il est impossible de voir où est le petit robot, il est dans un trou qui est noir, dans l'ombre. On ne sait toujours pas précisément où il est. Je ne sais plus si je vous ai dit, mais le cercle dans lequel, l'ellipse dans lequel on pense que Philae est, mesure 15 mètres de large sur 150 mètres de long. En février, on était ici. Regardez, déjà février, on a beaucoup d'eau qui commence à sortir de la comète. En février, et on est loin du Soleil. Et là, on va faire une petite manœuvre, on va faire un survol de la comète à 6 km, ce qui serait impossible aujourd'hui dû au dégazage. On a pu le faire à l'époque, donc on a étudié, on a de nouveau de belles images, de beaux panoramas. Ça, c'est l'ombre de Rosetta qui fait le survol, comme un avion, au-dessus de la comète. Ça, c'est fantastique. On continue avec des orbites
carré, cette fois, rectangulaire. La comète des gaz, comme je vous le disais, c'est surtout dans le cou, aux épaules, quand on perd beaucoup de matériaux. Et on continue le périple. Rosetta étudie la comète. Regardez ceci, on est en mars. Le point le plus proche du Soleil sera cet été, le 13 août. C'est là que la comète sera en activité la plus développée et la plus forte. En avril, regardez comment ça commence à dégager. Beaucoup de gaz. Et c'est ce qui forme la comète, la queue de la comète. En juin, jusqu'au 13 juin dernier, samedi dernier, entre samedi et dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche. Alors là, on ne s'y attendait pas du tout. Philae nous envoie un message. Incroyable. Incroyable. La comète se rapproche du Soleil. Philae, dans son trou, reçoit de plus en plus de lumière et a pu recharger ses batteries. Elle était programmée aussi pour ça. Il ou elle, je ne sais pas comment dire, a envoyé son message à Rosetta et on était tout heureux, il n'y a même pas une semaine, d'apprendre que Philae était à nouveau réveillée. Phénoménal. Rosetta, à 200 km au-dessus de la comète, a reçu le message de vie de la comète. C'est une supposition. Voici Philae dans son trou, qui reçoit plus de 2h30 d'illumination de lumière et donc qui a pu recharger ses batteries. Dans cette région, c'est le début du printemps, parce que la comète se rapproche du Soleil. Et ça va bientôt être l'été pour cette région, dans la comète. Donc, Philae va recevoir de plus en plus de lumière. Ce qui est absolument incroyable dans cette histoire et cette aventure, c'est que si Philae était resté là où on avait voulu qu'il soit, sur le premier site d'atterrissage, c'est-à-dire une vue, balcon, panoramique, plate, peu de rochers, exposée au soleil pour recevoir beaucoup d'énergie, eh bien, le robot aurait été perdu dès le mois de février ou mars, à cause de la chaleur. Pourquoi? Parce que ce robot n'a pas de radiateur, ne peut pas échanger le surplus de chaleur accumulé pendant la journée. Alors, on avait mis à un endroit, on voulait le mettre à un endroit où il passait des jours et des nuits successives pour que la nuit il se refroidisse, le jour il se réchauffe, la nuit se refroidisse, etc. Mais en se rapprochant du soleil, les quantités de lumière auraient été de plus en plus fortes et notre petit robot aurait été mort depuis longtemps de surchauffe. Les batteries n'auraient pas tenu, les composants n'auraient pas tenu. Mais dans notre malheur, le cratère, la crevasse, le trou a protégé Philae pendant toute cette période, pendant environ 7 mois. C'est ça qui est incroyable. On a perdu Philae et on lui a rallongé sa durée de vie. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que comme on est dans un trou, ce ne seront pas les zones qui seront les plus chaudes dans quelques temps, ce sont les zones qui seront exposées au soleil qui vont dégazer énormément. Mais dans le trou, Philae va être protégé et va pouvoir filmer ce qui va se passer autour. Donc le 13 août de cette année, dans un mois et demi, on va avoir une activité extrêmement forte tout autour de Philae. Si Philae survit, on va être aux premières loges. Le 13 août, ça va être là-bas le 14 juillet quasiment. Donc c'est absolument incroyable. On a raté notre premier atterrissage, on s'est mis dans un endroit où il ne fallait surtout pas aller, qui a protégé Philae pendant tous ces mois et qui va nous mettre aux premières loges quand on va avoir un dégazage phénoménal. Jeudi dernier, Rosetta aura parcouru 7 milliards de kilomètres. En août, le 13 août, on va arriver au point le plus proche du Soleil, l'activité la plus forte de la comète. Alors là, il y aura quand même un problème parce que c'est Rosetta qui est autour. Rosetta doit éviter de s'exposer au dégazage et aux particules. Mais il faut quand même communiquer avec Philae, ce qui n'était pas prévu, puisque Philae aurait dû mourir en février-mars. Il va quand même falloir descendre l'orbiteur pour récupérer les signaux de Philae. Il va falloir s'exposer. En octobre, on va commencer à s'éloigner. En décembre, on sera à peu près ici. Bon, d'ici là, est-ce que Philae aura survécu? Ça, on ne sait pas. Est-ce que Rosetta aussi aura survécu? Parce que c'est pas rien d'être, après une comète, en pleine activité. Les instruments, les panneaux solaires sont mis à rude épreuve. Et puis la comète elle-même, à chaque passage près du Soleil, elle dégaze, elle perd. Elle perd de l'eau, elle perd des gaz, elle perd ses matières, ses poussières. Est-ce qu'elle va rester en un morceau? On ne sait pas du tout. Et c'est ce qui arrive de toute façon à toutes les comètes. À chaque passage près du Soleil, elles finissent par se désagréger et disparaître. Voilà, on arrive au terme de notre aventure. Moi, je suis toujours
ahuri par ce qui s'est passé il n'y a même pas une semaine, dans la nuit de samedi à dimanche. Une aventure humaine et technologique incroyable. La première fois que dans l'humanité, dans l'histoire d'exploration du système solaire, on se pose sur une comète. Chapeau aux équipes des ingénieurs européens qui ont fait ceci, aux scientifiques qui étudient et à l'Agence spatiale européenne. Restez branchés dans les mois et les semaines qui viennent pour suivre le petit filet à la surface. Et donc je vous souhaite de survivre le plus longtemps possible sur la comète. Merci beaucoup.